Donc j'accueille aujourd'hui Françoise Boutet, voilà, qui va nous partager son parcours de vie. On va pouvoir s'inspirer de ben, ce qu'elle a traversé, ses défis, comment elle les a surmontés, au travers d'une longue carrière comme commerçante. C'est la gestion des enfants quand on est commerçant, avec son conjoint également. Et puis maintenant, ses nouveaux projets, et puis ses nouveaux défis peut-être, et comment elle les relève. Bonjour Farouja, merci de nous rejoindre. Françoise, écoute, je vais te donner la parole voilà, pour que tu puisses te présenter. Et puis après, on partira un peu dans ton parcours. Oui, merci. Bonjour Stéphanie et bonjour à toutes celles et tous ceux certainement beaucoup plus rares qui nous regardent en direct ou en replay. Oui, en effet, j'ai été commerçante, enfin j'ai eu 1000 vies. Maintenant je suis tranquille, je suis grand-mère, je suis passée au stade d'après. Et donc j'ai connu cette vie très très trépidante. Et bien je dirais les doubles, voire les triples journées de travail, puisque c'était un commerce et enfin nous c'était 8 heures du matin jusqu'à théoriquement fermeture 7 heures, mais 7h30 le soir, plus aller, rentrer, chercher les enfants, et avec une coupure environ d'1h30 quand il n'y avait pas de clients qui venaient au dernier moment. Plus le fait de travailler le samedi, puisque nous étions libraires dans une petite ville de campagne, et nous fournissions également, à l'époque c'était des centrales d'achat, c'est-à-dire les coopératives scolaires, les écoles, les collèges, les lycées qui achetaient leurs livres, donc des livraisons souvent le lundi. Donc ça faisait vraiment des journées bien remplies. Et quand nous avons pris cette librairie, et donc il y a maintenant 40 ans, pas loin, nous avions une petite fille qui avait 4 ans à l'époque, qui a été rejointe 7 ans après par son frère. Donc, une maison en campagne, donc ça veut dire un grand jardin, ça veut dire une grande maison à s'occuper. Et puis, je dois avouer que il a fallu jongler avec tout cela. Et donc, trouver les priorités pour mes priorités, puisque chacun a les siens, et surtout apprendre à mettre de côté, à prioriser et à mettre de côté ce qui n'était vraiment, vraiment pas utile, enfin, donc que tu as dû connaître également en tant que maman. Oui, c'est vrai que régulièrement, il faut se reposer cette question des priorités. Oui. Comment tu le vivais à l'époque? Tu avais cette prise de recul sur les premières années? Comment ça se passait? Pas vraiment, parce que, bon, un commerce, il y a la période d'ouverture, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière, aller livrer, aller chercher, la compta qui était déjà le soir, enfin, c'est une vie que tous nous avons différemment suivant nos métiers, puisque je crois que les parents qui font, les mamans qui font 1 heure ou 2 heures de train ou de métro ou de transport le matin et le soir se retrouvent avec des horaires et des charges de travail qui sont aussi très très lourdes. Alors, c'est pour ça, c'est vraiment bien dans ces interviews parce que je reçois des femmes qui ont vécu des parcours tous différents et justement cette variété de métiers, d'activités, de rythmes est vraiment intéressante à voir et on n'avait pas exploré encore, tu vois, la partie commerçante, donc on l'explore avec toi et avec ses contraintes. Comme tu dis, effectivement, il y a les horaires d'ouverture du magasin, mais il y a tout ce qui gravite autour quand on est des entrepreneurs, quoi, parce que vous étiez indépendant, donc vous avez d'autres tâches à gérer que l'accueil du client. Oui, et surtout, je crois que le pire, c'est la charge mentale. Ouais. Parce que quand on commence, surtout qu'on a des prêts, que bon, c'est dur au niveau, puisqu'on a commencé à une période où la librairie a commencé à décliner, puisqu'Amazon est venu, puisqu'il y a eu des fédérations de parents d'élèves qui se sont créées. Enfin bon, le métier est devenu plus dur. Et puis nous, dans notre ville, il y a eu 2 ans de suite des travaux, des grandes surfaces qui se sont ouvertes. Enfin bon, il y a eu une dégradation des conditions de travail, donc une dégradation des chiffres d'affaires, des conditions plus dures et une charge beaucoup plus dure, puisque nous avions des employés, il fallait penser à payer la TVA le 15, payer les salaires le 30, payer toutes les traites à la fin du mois. Donc ça, c'est vraiment une charge qui est
très lourde, qui ne se voit pas. Mais quand on est entrepreneur et que l'on vend, puisqu'on a un stock, on a des choses à payer, c'est différent de maintenant où le travail de notre esprit. Donc, on n'a pas on n'a pas des gros prêts, on n'a pas des grosses charges, on n'a pas de loyer à payer. C'est autre chose. On a d'autres contraintes, mais c'est plus cool de ce côté-là. Ouais. Ou alors tu le vis plus cool maintenant, peut-être aussi. Ah non, mais je me réveille pas la nuit en me disant comment je vais payer les traites, comment je vais payer la TVA, est-ce qu'un tel m'a payé, puisqu'à l'époque les administrations payaient à 2 mois, voire à 3 mois, maintenant c'est limité à 1 mois, donc on était toujours en train de jongler comme on n'avait pas une grosse trésorerie que l'on se lançait. Ouais. Et ça pesait du coup sur ton personnel, parce que tu dis ça te réveillait la nuit, donc c'est pas parce que tu fermais la porte du magasin que tu coupais la préoccupation. Voilà, et justement, moi je sais que ma priorité a été de protéger au maximum les enfants, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas trop compte, parce qu'ils devaient s'en rendre compte, mais ne pas parler devant eux des problèmes financiers, des charges, enfin de tout ce qui était, ce qui pouvait les impacter, d'essayer de garder une bulle. Alors je ne sais pas si on y est bien arrivé, parce qu'ils venaient aussi au magasin plus tard, quand ils étaient plus grands, faire leurs devoirs, etc. Mais essayer de garder la maison d'un côté, le travail de l'autre. Et ça, c'est vraiment une chose qui est très, très importante. Quitte à s'y replonger à 10 heures du soir quand les enfants étaient couchés, enfin, plus tôt. Maintenant, je parle dans ces horaires. Et puis, je dirais aussi, la priorité, c'était mettre de côté tout ce qui fait qu'on est une femme d'intérieur parfaite. C'est-à-dire, chez moi, je faisais un élevage de moutons sous les lits. Bon, je passais l'aspirateur, mais c'était une fois par semaine, voire 2 s'il y avait quelque chose d'urgent à faire. Il y avait de la poussière. Bon, alors il faut dire qu'avec 2 enfants, avec un chien, avec des chats, une maison, on ne peut pas l'avoir propre. Donc, mettre de côté, décharger ce côté être parfait. Ouais. Chez moi, c'est le bazar. Eh bien, c'est le bazar. C'est pas grave. C'est une maison qui vit. Ouais. Voir et ce encore, côté... le bazar, ça dépend de la définition qu'on en donne. Oui. Pour toi, en tout cas, c'était un domaine sur lequel voilà, tu lâchais prise. Oui, même si toujours, j'en étais pas forcément heureuse, puisque quand j'allais chez d'autres personnes que je voyais, que c'était nickel, propre, tout bien rangé, je me disais, non, je suis pas une mère parfaite, enfin, je suis pas une femme parfaite. Mais je suis quand même alors, cette petite culpabilité quand même. Ah ben, il y a tout le poids de notre éducation au sens large. L'éducation, c'est il faut qu'on soit bien habillé, bien repassé, nos vêtements bien repassés, je dirais propre sur soi, toujours pimpante. On reste encore dans l'image de la femme des années 50, qui accueille son mari en haut talon, maquillée, etc. Ouais. Oui, on a encore cette inconsciemment. Ouais. Mais elle est portée par les médias. Soyez belles, mesdames. N'ayez pas de cheveux blancs. N'ayez pas de rides. Soyez pas fatiguées. Soyez minces. Soyez toujours au top. Ouais. Et ça, tu parlais de l'éducation. Effectivement, les petites filles, on va plus facilement les guider sur ces tâches-là ou faire comprendre implicitement que c'est à elles de le faire, d'aider la maman. On a encore ça. Et il y a la pression aussi de la société. Hein, tu parles bien des deux, là, effectivement. Ouais. Toi, tu le vivais déjà. Tu le ressens encore maintenant. Tu trouves que la femme aujourd'hui, la femme qui veut travailler et avoir des enfants, tu trouves qu'il y a encore cette pression? Je dirais, je m'en suis rendu compte bien il y a quelques années quand j'ai décidé d'avoir les cheveux bleus. Ça, c'était un rêve que j'avais depuis que j'ai 30 ans. Je crois que je l'ai vu en voyant les BD de Bilal. Et quand je les ai eus, je me suis fait arrêter dans la rue par des femmes. Ouais. Je me rappelle d'une femme, d'une mamie âgée qui m'a arrêtée. Je ne connaissais pas. Madame, je voulais vous dire merci parce que vous êtes libre. Merci de montrer. Donc, il y a toujours cette injonction. Et j'ai eu d'autres personnes en discutant. Bon, ça plaît, ça ne plaît pas. Hein. C'est, pour moi, de même, j'ai des tatouages. Enfin, je suis moi. C'est pas... Bon, il y a peut-être un petit côté rebelle au fond. Hein. Mais c'est vraiment, je vis ce que je suis. Et ce que je suis, bon, j'adore la science-fiction, j'adore plein de choses.
Bon, comme toi, HP, nous sommes multipotentiels, tout nous intéresse. Si on ne se refrène pas, on explose. Nous sommes comme des feux d'artifice, tout nous intéresse, on va dans tous les sens. Et qu'est-ce que c'est dur à vivre pour nos conjoints et nos enfants. C'est vrai il faut suivre quand les idées elles passent comme ça. Voilà. Et du coup, pour revenir sur cette charge mentale dont tu parlais, et puis quand même si tu lâchais sur effectivement la maison parfaite et l'image de la femme d'intérieur, tu ressentais quand même la culpabilité. Est-ce que tu arrives à voir maintenant comment finalement tu t'es libérée de cette culpabilité? Quelles ont peut-être été un ou deux étapes par lesquelles tu es passée qui pourraient intéresser celles qui nous écoutent pour te libérer de la culpabilité? Alors, je crois que quand j'étais active avec mes enfants, je disais, si vous n'êtes pas contente, venez faire le ménage chez moi. J'ai eu toujours ce côté, pas agressif, mais réponse agressive quand j'ai des paroles agressives face à moi. Mais gentiment, hein, mais si ça vous ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à le faire. Voilà. Et plus tard, j'ai fait un burn-out, enfin après, quand mes enfants étaient partis. Et là, j'ai vraiment découvert l'EFT qui m'a permis de découvrir tous ces problèmes, tout le poids de notre éducation au sens large. Donc, éducation, c'est aussi bien celui de nos parents, mais de notre famille. Si on est religieux, des religions, de nos maîtres d'école, et aussi et surtout quand on est plus grand, des médias, enfin plus grand et même plus petit. Parce que moi, je vois ma petite fille qui a 6 ans, mais elle rêve de licorne, de princesse, de rose, de paillettes, ce qui me fait des fois un peu grincer des dents. Enfin, moi, j'offre des trucs rouges, bleus, verts, un arc des flèches, ça demande. Hein. Mais ce côté fille girly qui est très bien. Mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas limiter. Ouais, complètement. Et elle n'est pas que ça non plus, mais je ne la pousse pas vers ça. Ouais, c'est ça. En fait, il y a une infinie de possibilités pour autant les filles que les garçons, finalement, aussi. Parce que les garçons, on les enferme aussi dans des stéréotypes. Donc, c'est vraiment d'ouvrir la possibilité. Et puis, soi-même, une fois qu'on est adulte, c'est à nous de nous ouvrir les possibilités aussi. Et ça, quand on est adulte, on a complètement la liberté. Tu parlais tout à l'heure de se poser la question, c'est quoi qui est prioritaire pour moi aujourd'hui. Régulièrement, il faut se poser cette question et se dire, aujourd'hui, si je me sens pas bien, et puis si j'ai envie d'avoir les cheveux bleus, si j'ai envie de porter des vêtements multicolores, ça y est, je suis adulte. Donc maintenant, il ne tient qu'à moi d'ouvrir la porte et voilà. Et de là, de faire attention, parce qu'effectivement, le magasin est tellement plein de possibilités qu'on peut s'éparpiller. Mais de se dire, qu'est-ce qui me fait envie aujourd'hui, qu'est-ce qui m'apporte de la joie, qu'est-ce qui me fait pétiller, ce serait quoi qui serait fun aujourd'hui. Voilà. Tout à fait. Et qu'est-ce qui est important pour mes enfants? Moi, c'était vraiment ça. C'était, je ne suis pas une mère parfaite, je ne suis pas une grand-mère parfaite. Je dis comme nous tous, nous faisons tous du mieux que nous pouvons. Et il y avait une autre parole, qui est peut-être un peu déplacée ici, mais qui m'a vraiment marqué. Nous sommes tous victimes de victimes. C'est fort, c'est un peu, c'est très plombant, mais je veux mettre un côté plus léger en disant le poids de notre éducation vient de personnes qui eux-mêmes ont subi ce poids de la part des générations auparavant. Donc, s'en rendre compte et vraiment se focaliser sur de quoi nos enfants ont besoin. Et je me suis aperçue, de par mon expérience, je préférais leur donner un quart d'heure où j'étais à 100% avec eux. C'est-à-dire la lecture le soir, je dirais n'importe quoi, s'arroser dans le jardin à coup de tuyau d'arrosage, mais vraiment des moments de partage, faire ensemble un plat ou montrer comment on faisait, je sais pas, un dessin, du jardinage, les moments, mais partagés vraiment en conscience. Partage, ça va dans les deux sens, c'est pas dire fais ci, fais ça. C'est as-tu compris? Viens, je te montre, mais
tenir par la main. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage qu'il y a de moins en moins. Puisque je vois beaucoup de jeunes ou de jeunes mamans ou de moins jeunes mamans et papas également, qui vivent à côté de leurs enfants. L'enfant vit devant sa tablette, son smartphone, les parents sont à côté, tout le monde est devant la télé, qui déjà n'est pas un espace d'échange, ou est à la table, et puis chacun avec son truc, ça va, oui, bon, ou quand c'est pas, fiche-moi la paix, je range ça, attends. Et on en arrive à des situations où moi j'ai vu des enfants devenir, pas être ingérables, mais se rendre compte que les parents ne leur parlaient réellement que lorsqu'ils faisaient des bêtises, et donc acquérir cette manière de faire réagir les parents en disant, bon ben je les appelle en leur tirant par la manche, ils me disent attends, plus tard on verra, parce qu'ils sont en train de répondre ou de faire autre chose. Par contre, ils cassent un verre, ah bien là, le parent, aussitôt, il se focalise sur l'enfant. Mais c'est pervers parce que l'enfant a compris que crier, un parent qui crie, c'est un parent qui s'occupe de moi. Donc, bon, ben, je passe par-dessus ce comportement anormal, puisque ça doit être quelque chose de très ponctuel. Et donc, il crée ce genre d'interaction. Et là, je le vois maintenant que ben, je travaille avec l'EFT et avec ces techniques, et où j'ai appris justement à décrypter d'abord mon comportement, comme tu me demandais comment je fais pour aller mieux. Ouais. Bon, cette technique m'a permis d'abord de me rendre compte des émotions que je ressens, simplement. Et puis avec le travail de tapping, d'aller plus profond et de voir d'où ça vient et de désamorcer les déclencheurs. Ouais. Ouais, effectivement, c'est vraiment un travail de libération des émotions, oui. De reconnexion à soi, à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent, et ça nous donne des renseignements sur nos besoins aussi. Donc c'est intéressant. Dites-nous d'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous connaissez l'EFT, vous pouvez mettre en commentaire du coup EFT, vous connaissez, vous avez déjà testé ou pas du tout. Et puis on verra comment on peut vous donner des renseignements si vous ne connaissez pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans, on va dire, une relation un peu dysfonctionnelle, entre guillemets, où il y a une des parties, l'enfant qui cherche à attirer l'attention de ses parents, qui peut finalement l'avoir uniquement quand il s'agit de gronder, punir ou rectifier un comportement, et que tous les bons comportements, les jolis moments et tout sont pas mis en valeur, sont pas valorisés. C'est difficile. Effectivement, ça crée des situations qui s'ancrent et qui vont durer. Et du coup, on peut être après un adulte aussi qui va attirer l'attention en bousculant, en faisant de l'humour au deuxième, troisième degré, on ne sait jamais bien. Enfin, une forme de communication aussi qui est pas respectueuse de l'autre non plus, et de soi aussi, parce qu'on n'est pas forcément bien. Et on peut libérer ça aussi. Oui. Ouais. Simplement par un moment d'échange, le soir, se poser. Et c'est en ça que, entre autres, l'EFT est très bien, puisque on peut faire ensemble ce qu'on appelle une ronde EFT, c'est-à-dire tapoter différents points, en parlant en tant que nous, parents, de nos émotions, et en faisant ou en laissant parler les enfants de leurs émotions également. Et c'est vrai que c'est génial parce que c'est un outil qui est totalement gratuit. Au début pour soi, bon après je parle pas si on veut se faire suivre par un praticien pour enlever les problèmes de fond. Moi je me fais suivre personnellement par des coachs pour en arriver où je suis. Mais on peut aider nos enfants. Il y a des programmes comme EFT en classe qui donnent des outils gratuits, ou sur mon site, où vraiment on apprend en 5 minutes, on peut l'utiliser en 5 minutes. Et ça peut aider dans les classes, dans les familles. Parce que c'est normal, quand on arrive, qu'on est très fatigué le soir, on n'a pas la patience, on est fatigué. Et il faut enlever cette culpabilité. Je ne suis pas une mère parfaite, je ne suis pas un père parfait. Parce qu'on est humain, tout simplement. On a Ferrugia qui nous dit « Je l'ai découvert lors d'un congrès virtuel EFT et depuis, je n'arrête pas d'approfondir. » Oui, effectivement. Et vous devez en ressentir des bienfaits, justement, de ça.
c'est un outil effectivement à explorer et à répéter aussi, parce que c'est par la répétition, de l'intégrer dans son quotidien, et au fur et à mesure qu'on en voit les bienfaits, effectivement, et puis de continuer. Pour revenir sur ton parcours, du coup, donc tu disais au départ donc, le commerce avec un enfant. Est-ce que tu as vu aussi une modification quand tu as eu ton fils, de passer de un enfant à deux? Est-ce que c'était quelque chose de compliqué? Alors, un peu, puisqu'il y a eu 7 ans de différence entre les deux enfants, le temps qu'on reprenne un commerce, on a dit on va pas le faire tout de suite. Donc, on a attendu 3 ans depuis le début du commerce. Et c'est vrai que ça a été très, très dur, alors que la grande devenait vraiment autonome, que notre fille devenait de me remettre dans les couches, dans les biberons, dans tout ça, ça a été de jongler. Et là, je crois qu'on est quand même la tête dans le guidon au début. On est vraiment la tête dans le guidon parce qu'il faut essayer de ne pas que l'enfant le plus grand ne se sente pas mis de côté ou abandonné. Donc, garder des moments, l'intégrer au maximum dans ce que l'on fait avec le petit, mais l'intégrer, pas lui imposer des choses. Garde ton frère, fais ci, donne le biberon, mais veux-tu m'aider, veux-tu venir avec moi, tiens, regarde, il te sourit, enfin, offrir à l'un, offrir à l'autre. Il y a vraiment tout un écosystème à monter et à chérir. Et ça se fait tout seul. Il suffit d'être à l'écoute des enfants. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu la chance énorme d'avoir un mari que j'ai toujours d'ailleurs, puisque on a, enfin, non fêté, on n'a jamais fêté nos anniversaires de 40 ans de mariage, là, c'est l'an dernier. Ouais. Mais qui est féministe dans l'âme. C'est-à-dire, même si des fois je dois un peu le tirer pour faire certaines choses, parce que je crois que ni l'un ni l'autre, on aime le ménage, la vaisselle, mais il m'a toujours aidée, soutenue, comprise, aidée avec les enfants, aidée à la maison, enfin, même si lui, on avait les mêmes horaires. Et c'est vrai qu'il y a une autre chose, c'est travailler 24 heures sur 24 avec quelqu'un, il faut se ménager vraiment des poches. Donc, comment tu préservais ton couple justement dans tout ça? Parce que 40 ans de mariage en ayant travaillé ensemble, donc comme tu dis, tout le temps ensemble finalement, le pro, le perso, comment vous avez pendant 20 ans, bon là ça fait 20 ans qu'on a arrêté, qu'on avait deux boulots différents. Comment, en se disant, si on peut chacun, on prend une journée et l'autre se débrouille, bon, tout en étant joignable. Au début, il n'y avait pas les portables, mais on savait où aller, où j'allais faire une journée de shopping, donc toute seule, toute seule. Et de se séparer. Toute seule. Voilà. Mais vraiment se garder chacun des espaces de respiration. Donc mon mari était très sportif, donc il allait à la pêche une demi-journée ou une journée avec des copains, ou moi j'allais faire du shopping avec des copines, on a fait tellement de choses et puis j'ai fait tellement d'activités que je m'en rappelle plus vraiment de quoi, mais partir avec des copines marcher, enfin vraiment prendre une journée ou une demi-journée, mais vraiment de façon régulière. Voilà. Arriver à un équilibre et surtout parler. Parce que c'est vrai qu'au début, on n'ose pas dire parce que qu'est-ce qu'il va dire, ça va pas lui plaire, il va se mettre en colère. Bon, c'était pas le cas de moi, mais il risque de me quitter. C'est vraiment les pensées que l'on a quand on vient de s'installer, quand on est jeune ou quand on commence, parce que c'est une nouvelle vie, une vie à 3 ou à 4. Et je pense vraiment que ce qui a fait le bonheur de la durabilité de notre couple, c'est que d'une part, on ne s'est jamais vu vieillir ensemble. On vivait au jour le jour. Et on réglait au jour le jour, tout en ayant l'espoir de continuer en commun. Mais c'est vraiment, je vis au jour le jour. Je ne fais pas de projet, à long terme. On a bien eu une maison, mais un commerce, mais pas dire quand on aura 10 ans, quand dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, non.
C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est maintenant, et en se disant que tout peut s'arrêter le lendemain. Ouais. Et ça, je l'ai vraiment eu au fond de moi, et je n'ai pas, enfin, j'ai cette peur. Oui et non, mais la conscience que tout peut s'arrêter pour diverses raisons. Et c'est normal, et c'est la vie. Et mon mari ne m'appartient pas, et je ne lui appartiens pas. Je choisis de vivre avec lui, et lui choisit de vivre avec moi. Ça, c'est vraiment... C'est une phrase que tu as en permanence, ça, depuis toujours quasiment. Ça peut s'arrêter. Non, j'ai pas la phrase, mais c'est... rien n'est... Parce qu'on n'y pense pas tout le temps. Enfin, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose auquel on pense. Alors, tu vois, j'ai eu une grave maladie, enfin j'ai fait une méningite, une septicémie, un choc septique quand j'avais 27 ans. Et notre fille avait quelques années. Et là, je me suis rendu compte de l'impermanence de la vie, que tout peut s'arrêter. Ouais. Et de ce jour-là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont éclairées. C'est-à-dire, je sais ce que je ne veux pas. Ouais. Je sais ce que je veux, bon, plus ou moins. Mais ce que je ne veux pas, je ne transige pas avec. Mais je ne dirais pas, et surtout apprendre à dire, moi, je n'ai pas aimé comme tu m'as dit ce qui s'est passé. Et c'est pareil avec les enfants. Pas dire tu es méchant, tu es infernal. Ouais. Je n'ai pas aimé quand tu as fait ta colère, etc. Et maintenant, Dieu sait que j'aurais aimé savoir tout ce qu'on sait maintenant. Parce qu'on n'apprenait pas à être parent. Maintenant, avec des émissions comme la tienne, il n'y avait pas Internet. Il y avait ce que nos parents disaient, nous apprenaient, ou nos proches, et c'était ce qu'eux avaient appris. Donc c'était beaucoup plus rigide, strict, impersonnel. Il fallait rentrer dans des cases. Ouais. Et merci pour l'aide que tu apportes à toutes ces jeunes mamans qui... ça n'a pas pris. Enfin, je pense pas qu'elles s'en rendent compte puisqu'elles vivent dans un milieu d'information. Mais pour nous, les vieilles, c'est une mine d'informations que l'on n'avait pas. On avait, j'élève mon enfant de Pernou, point. Ouais. Effectivement. Et même moi, je vois la différence. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu mes enfants, enfin, ma grande a 15 ans, donc ça ne remonte pas non plus... on se dit 15 ans, et en même temps, c'est beaucoup parce qu'à l'époque, il y avait les débuts comme Internet, tout ça, mais en même temps, on nous parlait beaucoup de la grossesse. On était beaucoup accompagnés sur la grossesse et les premiers mois du bébé, mais après, tout le reste, devenir parent avec un enfant qui grandit, l'intégrer, préserver son couple, tout ça, ça restait quand même se débrouiller par soi-même, quoi, d'aller chercher l'info ou pas, et de chercher des modèles. Et c'est vrai que là, maintenant, on a vraiment beaucoup de ressources en ligne. Voilà, on parlait tout à l'heure de sommet virtuel. Moi, j'ai organisé mon propre sommet l'année dernière aussi, équilibre au féminin. On peut aller voir des expertes, écouter, apprendre. Un premier niveau d'information, en tout cas, voilà, qui est disponible, c'est vrai, très librement entre YouTube, les blogs, etc. Et puis, après, comme ça, on peut approfondir. On a un premier niveau de connaissance, Ouais. on peut approfondir, se former, se faire accompagner par des professionnels. Et en tout cas, on a accès beaucoup plus à l'information et c'est important de le rappeler. Ouais, effectivement, Oui. de cette richesse qui existe et de l'abondance finalement d'informations qu'on peut avoir. Oui. Encore faut-il trier aussi dedans. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a le tout et trop d'informations tue l'information. Ouais. Moi, je me rappelle, par exemple, l'information que l'on avait de nos parents, ne réponds pas à un enfant qui pleure parce que tu en feras un bébé qui pleure parce que tu en feras quelqu'un de capricieux. Ouais. Et c'est vrai que ça, nous avons été élevés comme ça. J'ai plus ou moins élevé mes enfants comme ça, bon, en étant moins, mais même maintenant, quand j'entends la génération de mes parents, c'est qui donnent des leçons aux plus jeunes en disant mais fais pas ça, tu vas en faire un capricieux. Ah, mais l'enfant il va tout commander chez toi, mais ils se rendent pas compte du tout des besoins parce qu'il n'y avait pas cette éducation sur les besoins. Ouais. N'oublions pas que nous sommes encore à l'école de Jules Ferry, c'est-à-dire un enfant doit rester assis pendant 8 heures alors qu'un professeur a la posture du je ne vais pas dire dominateur, enfin du maître, mais du maître, c'est-à-dire qui sait tout
et qui distille la science que l'enfant doit ouvrir et engamer, même s'il n'est pas, même si ça ne correspond pas à son mode de fonctionnement. Est-ce que nous, on accepterait maintenant de rester 8 heures par jour assis à écouter des conférences, des cours, sans bouger, sans avoir le droit de parler et en ne faisant qu'écrire? Il faudrait se mettre un peu de ce côté-là. Ouais. Et sans pouvoir questionner ou Voilà. faire une analyse de ce qui est dit, avoir un esprit critique par rapport à ça. Effectivement, là, on voit déjà. Moi, je suis en train de suivre une formation. Hier, il y avait 2h30 en visio, au bout de 2h30 de visio. Et encore, cette fois, elle nous a fait une petite pause, parce qu'elle ne fait pas d'habitude. 2h30 de visio, moi, j'en avais plein la tête. Et ouais, on ne se rend pas compte quand on demande à un enfant de 8 ans, 9 ans, de rester assis, surtout sans rien dire, pendant 3 heures d'affilée, 4 heures d'affilée. Et le problème, c'est qu'ils ont accès à d'autres types d'informations, évidemment, les réseaux, etc., qui peuvent être très bons, qui peuvent être très mauvais. Enfin, ce sont des outils. Ouais. Mais ils se rendent compte du décalage entre les deux. Mais ils se rendaient compte déjà, puisque moi je vois notre fils qui a 30 ans, déjà tout petit, il me disait une chose que je n'acceptais pas du tout, mais maintenant je dis, mais qu'est-ce qu'il avait raison? Cool maman, il n'y a pas mort d'homme. Parce que bon, comme toute mère, dépêche-toi, fais ci, fais ça, allez, dépêche-toi toujours, le temps, il faut partir. Mais il n'y a pas mort d'homme, et maintenant je le ressens en moi. Il avait tellement raison. Ouais. Il avait tellement raison. Et les enfants maintenant sont beaucoup plus en avance que nous, les parents et encore plus les grands-parents, parce qu'ils ont une sorte de philosophie. Je m'aperçois autour de moi, il y a de plus en plus d'enfants. Alors je ne vais pas dire éveillés, je veux dire avancés. Et maintenant on les appelle les 10, on les appelle les HP, on les appelle les hypersensibles, mais ce sont des enfants qui ont intégré un autre mode de fonctionnement et auquel il faut offrir un autre mode de fonctionnement. Donc parler avec eux, échanger, les écouter. Et ça, c'est enseignants. Ah oui. Enseignants aux enfants. N'oublions pas que nos enfants ne sont pas à nous. Nous sommes là pour les guider, pour leur donner, enfin moi, c'est toujours ce que j'ai pensé, leur donner le maximum de cadres, d'outils, pour que le jour où ils voleront de leurs propres ailes, ils aient une trousse à outils la plus fiable, la plus utile, et qu'ils puissent toujours, qu'ils aient le cadre, les bases. Ouais. Et c'est aussi leur montrer, leur ouvrir le chemin et leur montrer par notre propre comportement aussi comment nous aussi on s'ouvre, comment on reste attentif à nos propres besoins. Et justement, peut-être pour terminer, Françoise, dans tout ton parcours, tu parlais donc de ces moments où tu te prenais des après-midi, des journées complètes. Comment tu prenais soin de toi aussi au quotidien, finalement, sans forcément partir une demi-journée ou une journée, c'est pas toujours possible. Est-ce que tu as peut-être juste une astuce, un dernier secret à nous partager? Comment tu prenais soin de toi? C'était peut-être pas le cas. Alors, pas vraiment. Alors déjà, toujours me maquiller, c'est-à-dire la toilette après, mais me respecter, me dire. Alors maintenant, je peux le dire, je l'aurais jamais dit à l'époque. Je suis une belle personne. C'est-à-dire, je me maquille pas pour les autres. Oui. Ce que je faisais aussi, puisque quand on tient un commerce, il n'est pas question de venir le cheveu gras ou en t-shirt et en survêtement. Mais vraiment, le faire et le faire en conscience pour soi, en disant je me fais belle pour moi. Ouais. Et tu vois, j'ai été élevée dans la religion catholique, même si c'est plus du tout ma tasse de thé, mais il y a une phrase qui m'est restée, c'est ton corps est ton temple. C'est-à-dire que nous n'habiterons jamais que ce corps. C'est notre maison. Donc, aimons notre maison, même si nous lui trouvons tous les défauts du monde, et nous ne voyons que les défauts. Mais nous sommes toutes de tellement belles personnes. Au lieu de regarder le bouton sur le nez, le cheveu gras, les 3 kilos qui nous paraissent en trop, aimons-nous, faisons la paix avec nous-mêmes.
Ouais. Et surtout, je dirais, le secret, dire « je fais toujours de mon mieux ». Mm. Et ça, c'est un des accords Toltec. Ouais. Ah ouais. Et vraiment, là, ça a changé ma vie quand j'ai lu ce livre, Mm. parce que je me suis dit, c'est vrai, je fais de mon mieux, et mon mieux change de minute en minute, de jour en jour, d'heure en heure. Donc, même si je crie aujourd'hui après mes enfants parce que je suis en colère, ben, j'ai fait de mon mieux, et mon mieux, c'était ça. Par contre, après, leur dire, c'est ce que je faisais déjà à l'époque, et je terminerai avec ça. Tu sais, maman, elle a crié après toi, c'est pas parce que tu es méchant, c'est parce que maman était fatiguée, qu'il fallait que ma colère elle parte. Et je leur disais déjà à l'époque, hein, même sans tout savoir ce que je sais des émotions, ce n'est pas de ta faute. Mm. Mais par contre, je n'ai pas aimé éventuellement que tu as fait ça, et c'est pour ça que ton action m'a mise en colère et que j'ai réagi d'une manière que je n'aurais pas dû, mais on est humain. Mm. Complètement. Et nous accepter. Ouais. Et ça leur montre aussi que l'adulte a aussi ses émotions et que c'est correct, il ne faut pas avoir peur des émotions. Il faut juste effectivement voilà, prendre du recul, canaliser, peut-être. Voilà, et en montrant, on donne aussi l'autorisation à l'enfant de vivre ses émotions et on va lui montrer comment petit à petit on les apprivoise, on les comprend mieux, on écoute le message derrière. Oui, quand on voit les dégâts qu'on fait, tu ne dois pas pleurer, une petite fille ne se met pas en colère, un garçon ne pleure pas, mais ça fait des gens que l'on retrouve maintenant dans nos cabinets et qui viennent parce que la colère, souvent, c'est de la tristesse c'est une émotion secondaire, mais une émotion qui cache l'émotion de base. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, vivons nos émotions et laissons nos enfants vivre, accueillir, parler de leurs émotions. Ouais. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup Françoise pour ce partage d'expérience très riche et puis pour nous partager ce que tu en as tiré, comment toi tu as traversé ça en faisant de ton mieux à chaque moment. Je pense que ça c'est vraiment important de le dire. Vous faites de votre mieux chaque jour et c'est déjà extraordinaire. Donc voilà. Appréciez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous. Dites-nous en commentaire ce que vous avez retenu de cette interview. Quelle est la chose que vous retenez qui vous a le plus impacté? Et puis voilà, n'oubliez pas de liker. C'est peut-être le moment de mettre un cœur. Maintenant, vous connaissez un peu mieux. Et puis peut-être poser des questions, puisque tu me les feras passer, et puis je pourrai y répondre si jamais certaines personnes Bien sûr, veulent prolonger le dialogue. Enfin là, c'était pas vraiment un dialogue, c'était avec elle, mais... Effectivement, voilà, vous avez toujours la zone commentaire dans laquelle vous pouvez soit nous partager ce que vous ressentez à l'écoute de cette interview, soit poser vos questions et on viendra avec plaisir y répondre. Et puis, il nous reste à vous souhaiter une bonne suite de journée, bien prendre soin de vous. Françoise, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui et pour tes partages de vie. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à toi aussi et à tous les auditeurs qui voient ou qui verront ce petit live. Et puis j'espère bien pouvoir peut-être leur avoir donné quelques clés, quelques aides, parce que c'est vraiment mon but, aider. Vous aider tous qui regardez. Oui, exactement. Transmettre. Merci, à très bientôt. Merci.